Cette vidéo a été produite à la suite de la publication dans Ecology and Evolution de cette étude qui traite de la réponse d'une communauté de prédateurs à de larges variations de densité de campagnols prairiaux. Bien sûr, cette étude ne traite pas et ne permet pas de savoir si les prédateurs ont un impact sur les fluctuations de campagnols. Et c'est une question importante parce que les fluctuations d'abondance de campagnols n'ont reçu aucune explication simple à ce jour dès lors qu'on traite de fluctuations pluriannuelles. Alors bien sûr, de nombreux facteurs sont évoqués, la prédation, le stress, la nourriture, la maladie, les arrêts de reproduction, mais aucun de ces éléments ne s'est trouvé déterminant sur l'ensemble du cycle. Ici, nous nous proposons de regarder, à partir des données produites par l'étude, quel est l'impact des prédateurs sur les populations de campagnols. Mesurer l'impact d'une communauté de prédateurs sur une population de campagnols est un exercice très difficile en écologie. Pourquoi? Parce que les espèces de prédateurs susceptibles de manger des campagnols sont nombreuses, on peut penser qu'il y en a à peu près une quinzaine dans le Houdou. Les effectifs varient pour de multiples raisons et leurs préférences alimentaires varient aussi en fonction de la densité des proies présentes. Du côté des proies, elles sont aussi multiples. Il y a plusieurs espèces de campagnols disponibles dans différents habitats, mais aussi des proies alternatives comme les fruits ou d'autres ressources alimentaires. Les effectifs de chaque espèce de proie varient donc aussi, et pour ce qui concerne les campagnols, la capacité de reproduction de ces espèces-là est extrêmement importante. Par exemple, pour le campagnol terrestre, une femelle, par l'emboîtement des générations, peut donner plus de 100 individus par saison de reproduction. Donc ça amène à une croissance de population tout à fait exponentielle. Et comme vous pouvez le voir sur le graphe qui est à gauche, une population qui est peu nombreuse au départ va vite exponentier sa croissance. Jusqu'à un certain point, elle va rencontrer une résistance du milieu. Et cette résistance va se traduire par une diminution de la vitesse de croissance qui va devenir à ce moment-là asymptotique. L'étude a été conduite de 1999 à 2018 autour du petit village de Pisnavache, à proximité du Val des Usiers, dans des paysages très ouverts. La technique employée était celle du distance sampling. Elle consiste à parcourir un itinéraire routier de jour ou de nuit et de compter les animaux qui étaient observés de chaque côté de cet itinéraire. Un certain nombre de calculs étaient faits pour corriger certains biais dus à la technique qui permettaient d'atteindre in fine le nombre d'individus observés par hectare. Toutes les espèces présentes n'étaient pas pour autant abondantes, donc les plus abondantes qui pouvaient être calculées et servir justement à des estimations de consommation de nourriture significative étaient la corneille noire, la buse, le cresserelle, le milan royal, le chat domestique, le busard Saint-Martin, le renard roux, le chat forestier, le hibou moyen-duc et le blaireau. D'autres espèces ne pouvaient pas être observées par ce type de technique, et notamment les petits mustélidés comme la belette, l'hermine, la fouine ou la martre. Les graphes suivants nous montrent un des résultats qui ont été obtenus dans cette étude. Le graphe du haut met l'accent sur la part de la corneille noire dans la communauté de prédateurs. Donc les histogrammes, la partie noire de l'histogramme, c'est l'abondance de la corneille noire, la partie blanche, c'est l'abondance des autres prédateurs. Et la ligne brisée qui est en arrière-plan, c'est les variations d'abondance des campagnols prairiaux. Alors le graphe du dessous est en fait un zoom de la partie blanche du graphe du dessus, pour se focaliser là sur les prédateurs non corneilles. Et on voit d'abord que la communauté de prédateurs a changé pendant les 20 ans de cette étude. Alors c'est pas le point qui va sur lequel on va se focaliser dans la présentation. Ce qui va nous intéresser par contre, c'est de repérer deux moments. Le moment ici qui correspond à un pic de population et en même temps un pic d'abondance de prédateurs. Et puis le moment ici, qui correspond au printemps 2007, où on aura la plus faible abondance de prédateurs qui a pu être constatée sur la zone. Dans le même article, les auteurs ont pu passer de densité calculée au kilomètre carré à la prise alimentaire que cette densité occasionnait sur la même surface.
Alors je passe le détail des calculs, c'est ce qu'on appelle le Theoretical Daily Food Intake, c'est-à-dire la prise alimentaire journalière théorique exprimée en kilos de biomasse par kilomètre carré et par jour. Alors le tableau dans son détail ne nous intéresse pas, ce qui nous intéresse c'est de voir ce qui se passe à très basse et à très haute densité, donc les deux périodes qu'on a vues dans la diapositive précédente. Et là on voit que en 2007, printemps, le total était de 1,9 kg de proie, ou en tout cas de nourriture par kilomètre carré et par jour pour la communauté de prédateurs étudiés, alors qu'au pic de population, les besoins de la communauté de prédateurs étaient d'à peu près 10,7 kg par kilomètre carré et par jour. On va revenir maintenant à la question initiale, qui est celle de l'impact d'une communauté de prédateurs sur une population de campagnols. Alors bien évidemment, les chiffres qui ont été apportés ne permettent pas la modélisation en détail ou la compréhension en détail de tous les processus qui sont en marche dans un tel système. Ça serait beaucoup trop compliqué, c'est des centaines de processus. Alors ce qu'on fait en général, c'est qu'on essaie de simplifier le système avec l'intention de comprendre à partir d'une simulation ce que ces valeurs observées peuvent nous dire sur la possibilité qu'ont les prédateurs de réguler ou d'impacter la population de proie. Alors, dans une telle entreprise, il faut garder cet aphorisme en tête, c'est que tous les modèles sont faux, mais que certains sont utiles. Bien sûr, ces modèles-là ne peuvent pas représenter la réalité est la réalité, mais quelque part, la simplification qu'on opère permet de placer des limites sur ce que le système peut faire ou ne pas faire sous certaines hypothèses, et donc aide à raisonner à partir des chiffres observés. Je vais d'abord vous présenter le modèle. Alors, on ne va pas entrer dans ces détails mathématiques. Je vous montrerai après comment on peut accéder au code. La durée de modélisation sera 1 an, et on va se placer dans des situations tout à fait particulières et pour tout dire extrêmes. On va d'abord considérer que l'effectif des prédateurs est constant. Alors ça peut paraître déjà une première hérésie. En fait, pas tant que ça pour le but qui est le nôtre, dans la mesure où on va prendre pendant 1 an la valeur la plus élevée qu'on a pu observer pendant 20 ans en nombre de prédateurs et en besoins alimentaires bien entendu. Et puis on aura une autre modélisation après où on prendra l'effectif le plus bas qu'on a pu observer pendant 20 ans. On va regarder quelle en est la conséquence pendant une année si cet effectif était maintenu. Donc on s'écarte de la réalité, mais on se place dans des situations si extrêmes qu'elles nous permettent d'explorer les limites de cette réalité. On va dire que la réponse fonctionnelle est de type all-in 2, c'est-à-dire que quand il y a peu de campagnols, eh bien, les prédateurs mangent autre chose en général. Et puis la part des campagnols dans le régime alimentaire va augmenter en fonction de la densité des campagnols. Une femelle de campagnol produit par l'emboîtement des générations potentiellement 100 campagnols en 8 mois, ce qui nous permet de définir le R0 dans le modèle, donc le taux de croissance de la population. Et le nombre maximum de campagnols que le milieu peut supporter sera de 1000 campagnols par hectare, ce qui correspond en gros à la productivité potentielle d'une prairie de fauche en campagnols. Et puis, on va aussi considérer que la saison de reproduction dure du 1er mars au 30 novembre, et que la reproduction s'arrête pendant les 4 mois d'hiver, où seule la prédation à ce moment-là contribue à la mortalité. Là aussi c'est schématique, il y a d'autres raisons de mortalité chez les campagnols, mais on verra que ça ne nous gênera pas pour le raisonnement qui s'ensuit. Alors pour l'accès au modèle lui-même, pour le faire tourner, si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez vous connecter sur le site de la zone atelier Arc Jurassien, vous avez la première adresse, et là on fait fonctionner le modèle. Et puis, si vous êtes intéressé à aller fouiller le code et à voir comment mathématiquement on fait les calculs, eh bien, le code est librement accessible sur GitHub. Vous en avez aussi l'adresse web en dessous. Donc, dans le scénario 1, on va maximiser toutes les valeurs. C'est-à-dire qu'on va utiliser les densités de prédateurs qui ont été observées comme étant les plus élevées pendant toute la période d'étude. Et puis, on va supposer que les prédateurs sont tous très spécialisés, c'est-à-dire que quand les campagnols sont abondants, ils ne mangent que ça. Bon, c'est totalement faux, par exemple, pour la corneille, qui a un régime beaucoup plus éclectique que celui qui est supposé par cette hypothèse. On prend les valeurs qui ont été observées à l'automne 2008, donc là, la quantité de nourriture qui était nécessaire à la communauté de prédateurs correspondait à 10,7 kg par kilomètre carré et par jour. Le poids moyen d'un campagnol terrestre étant de 80 grammes,
Eh bien, ça correspond en gros à 134 campagnols terrestres par kilomètre carré et par jour qui auraient été prélevés par les prédateurs au moment des densités les plus élevées. Donc si tous les prédateurs ne mangeaient que des campagnols. Donc on va partir d'une communauté de prédateurs qui est matérialisée ici, 1, qui consomme 134 campagnols par kilomètre carré et par jour, et à partir d'une densité initiale de campagnols de 2 campagnols à l'hectare. Et on voit que dans ces conditions-là, eh bien, s'il y a très peu de campagnols, tous les campagnols sont mangés et la population s'éteint. Si on augmente la densité de départ de campagnols, 15, on aura le même résultat, 40, on aura le même résultat, et à partir d'un certain moment, autour de 60, eh bien, à ce moment-là, on aura une diminution du nombre de campagnols par rapport à ce qu'ils étaient au début de l'année. On est parti de 69, on arrive à 2 à la fin de l'année. Donc on a encore une communauté de prédateurs qui régule la population de campagnols. Si maintenant je dépasse un certain seuil, là je vais à 90, vous voyez qu'on aura à la fin de l'année plus de campagnols qu'on en avait au début. En gros, 2 fois plus, un peu plus que 2 fois plus. Alors le seuil, il est très très ténu, il est très exactement à 79, donc avec le curseur, je suis pas sûr d'y arriver très bien. Mais on voit bien que ce seuil dépassé, eh bien, les prédateurs ne contrôlent plus la population qui du coup s'exponencie. Alors si bien sûr j'augmente à nouveau la densité de départ, par exemple à 300, ce qui est une valeur tout à fait vraisemblable dans le cas du Haut-Doubs et par exemple d'une prairie de fauche du Haut-Doubs bien productive, hein. Alors on voit que là on obtient en fin d'année beaucoup plus de campagnols qu'en début d'année, 2 fois plus que 2 fois plus. Les prédateurs jouent quand même encore un rôle, puisqu'on a quand même moins de campagnols à la fin de l'année que quand on n'a pas de prédateurs du tout. La courbe noire représente la courbe de croissance de la population de campagnols sans prédateurs. Mais toutefois, on reste à une valeur très haute qui, d'un point de vue agricole, pose certainement problème. On passe maintenant au scénario 2. Dans ce cas-là, on minimise les densités. C'est-à-dire qu'on va utiliser les densités les moins élevées qui ont été observées pendant toute la période d'étude. On garde la spécialisation, c'est-à-dire que quand les campagnols sont abondants, ils ne mangent que ça. Et on utilise les valeurs qui ont donc été observées au printemps 2007. Il s'agit de 1,9 kg de nourriture par kilomètre carré et par jour, prélevés par les prédateurs. Considérant le poids moyen d'un campagnol terrestre de 80 grammes, eh bien ça correspond à 24 campagnols terrestres par kilomètre carré et par jour. On part ici d'une consommation de 24 campagnols par kilomètre carré et par jour, et une densité initiale de campagnols de 2 campagnols par hectare. Et donc on voit qu'une communauté de ce type-là, dès le départ, contrôle difficilement la population de campagnols, puisque démarrant à 2 campagnols, on finit à 3. Bon, dès que je veux augmenter la densité, vous voyez que la dynamique de population de campagnols échappe à la prédation d'une certaine manière, ce qui ne veut pas dire que les prédateurs ne jouent pas un rôle. On voit par exemple ici qu'au lieu d'avoir 100 prédateurs, près de 700 campagnols à l'hectare, on en aura 500 quand les prédateurs sont là. Donc c'est un peu moins, mais ça reste toujours au-delà de ce qui est acceptable d'un point de vue agricole dans une prairie de fauche. Nous avons vu que dans cette étude, une partie de la communauté des prédateurs ne pouvait pas être prise en compte, celle qui n'est pas comptable depuis les comptages diurnes ou nocturnes qui peuvent être faits en bord de route, notamment la fouine ou l'hermine, la belette, des petits mustélidés essentiellement. Alors on va aller essayer de pousser le scénario plus loin. Bon, la contribution de ces prédateurs-là est inestimée, mais elle est quand même certainement moindre que l'ensemble des autres prédateurs qui ont été pris en compte. On va quand même pousser les choses jusqu'à doubler la consommation de campagnols qui pourrait être fait par une communauté qui inclurait les mustélidés. On est très loin dans le scénario parce que le chiffre va être irréaliste, mais on peut toujours le faire pour explorer quelles en seraient les conséquences. Donc ce qui se passe si on augmente le prélèvement de la communauté de prédateurs, ce qui revient pratiquement à en doubler les effectifs que je monte autour de 260 campagnols mangés par jour par la communauté de prédateurs. Bon, bien évidemment, rien ne change quand les densités de campagnols sont basses, c'est-à-dire que la communauté de prédateurs est encore plus qu'avant capable d'éteindre la population. Mais si j'augmente petit à petit les effectifs de départ en début d'année, on voit que l'extinction se fait pour des valeurs bien sûr plus hautes,
Et puis à un moment, eh bien, la réduction en densité continue à se faire, mais vous voyez qu'elle n'est pas si énorme que ça, c'est-à-dire que là, la population arrive grosso modo à maintenir les effectifs. Vous voyez, là même, elle ne les contient plus, dès lors qu'on arrive à 300 individus par hectare, on en aura un peu plus à la fin de l'année. Alors bien sûr, bien moins de campagnols que s'il n'y avait pas de prédateurs du tout, mais on ne peut pas dire qu'à partir du moment où il y a plus de campagnols à la fin de l'année qu'en début d'année, qu'on a une régulation qui est totale, puisque d'année en année, dans ce cas-là, on ira vers une croissance de la population. Quelle conclusion donc peut-on tirer de ces simulations? Eh bien, la première, c'est que quantitativement, la communauté de prédateurs étudiée est suffisante pour impacter fortement la population de campagnols, mais à basse densité de celle-ci. Le corollaire de cette observation, c'est que les prédateurs sont capables de ralentir la phase de croissance et de l'étaler peut-être sur plusieurs années avant d'avoir des hautes densités. Le deuxième élément de la conclusion, c'est que la communauté de prédateurs n'est pas capable de faire décliner la population de campagnols à partir du moment où elle atteint un certain seuil de densité. Ceci dit, les prédateurs réduisent les densités par rapport à ce que serait la situation s'ils étaient absents. Donc, il faut faire jouer des facteurs complémentaires qui s'avèrent nécessaires pour expliquer les déclins de la population. On pense notamment à l'action des pathogènes, du stress, des arrêts de reproduction. En fait, pour le campagnol terrestre, les choses ne sont pas complètement déterminées et sont finalement assez peu connues encore. Mais ce qu'on peut affirmer, c'est que la prédation à elle seule n'explique pas les déclins. Le contrôle de la population de campagnols par les prédateurs est cependant d'autant plus effectif que la capacité biotique du milieu est faible. Alors c'est un aspect qui n'a pas été exploré dans les simulations qui vous ont été présentées, mais il aurait été facile de le faire. Il suffisait justement de modifier le curseur en abaissant le nombre de campagnols qui pouvaient être accueillis dans un milieu. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, les prédateurs peuvent contrôler beaucoup plus facilement la population. Ça veut simplement dire que les milieux les plus productifs sont les moins contrôlables. Ce qui n'a pas été non plus exploré, le modèle ne s'y prêtait pas du tout, c'est le rôle de l'hétérogénéité spatiale, des asynchronies de population d'un lieu à un autre, et des déplacements entre habitats, qu'il s'agisse de prédateurs ou de proies, parce que ceux-ci peuvent aussi interférer sur une dynamique locale. Alors tout ceci corrobore finalement ce qui est mis en œuvre d'un point de vue agronomique quand il s'agit de contrôler les populations de campagnols par une lutte intégrée. On parle de boîte à outils à ce moment-là pour dire qu'on a un certain nombre de facteurs sur lesquels on peut jouer, dont la prédation. Il y a l'entretien de haies, la pose de perchoirs, par exemple. Mais encore, il faut y ajouter d'autres éléments. Donc, jouer sur la capacité biotique du milieu, le labour partiel est une possibilité. La destruction des galeries, soit par le piétinement par le bétail, soit par des moyens mécaniques, ou encore la lutte directe contre le campagnol, mais on sait qu'elle ne sera guère effective qu'à basse densité, pour les mêmes raisons que les prédateurs ne sont effectifs qu'à basse densité de campagnols, parce qu'après, la dynamique exponentielle de croissance d'une population de campagnols devient vite incontrôlable.